Alors donc, je m'appelle Elisabeth Gagnon. Oui, ça me fait plaisir d'être avec vous. Il y en a plusieurs que je connais dans la salle avec qui on a collaboré au fil des ans et c'est vraiment un plaisir d'être avec des artistes merveilleux. Je vais vous les présenter. Vous savez que le titre de cette rencontre, échange, c'est La diversité est une réalité, l'inclusion est un choix. C'est à nous et à vous, surtout, de faire la différence. Alors, la société québécoise, je n'ai pas besoin de vous le dire, est de plus en plus multiculturelle. Alors, j'aimerais vous lancer un petit défi comme ça, en fait, un petit exercice en partant mental. Je ne veux pas entendre vos réponses. J'aimerais que dans votre tête, vous fassiez l'exercice de me nommer 10 personnes, artistes d'une autre culture que la nôtre, que québécoise, que vous connaissez, puis qui n'est pas un humoriste, puis qui ne s'appelle pas Grégory Charles. Pensez-y comme faux, là. On va demander les réponses à la fin. Si à 8, vous commencez à être essoufflé, c'est parce qu'on a un problème. Alors, on va jaser de ça. Et surtout, je vais vous présenter des gens qui vont peut-être faire une différence pour vous au niveau de la compréhension, peut-être, au niveau de leur parcours de vie. Il y a des trucs, il y a des façons de faire aussi pour vous en tant que diffuseur pour attirer des publics qui sont issus de la diversité parce que vous voulez les rejoindre aussi, pas juste les artistes, mais aussi les gens dans vos communautés. Vous voulez qu'ils aillent fréquenter vos salles. Alors, on va essayer de faire une espèce de petit remue-ménage pour connaître, pour voir s'il n'y a pas des trucs, des suggestions, des éléments qu'on peut vous suggérer pour, avec des essais et erreurs, arriver à trouver pour vous de la meilleure manière de faire des ponts, finalement. Alors, nos artistes choisis vont parler de la diffusion de leurs œuvres, évidemment, au départ, mais de leur histoire, parce que derrière toute cette histoire d'accueil, ce sont des histoires de vie, c'est ça qu'il nous faut connaître. Alors, vite, je vous les présente en premier, puis après ça, on va faire un petit tour, juste pour que vous sachiez qui est là. Elle, tout le monde la connaît. Ça, c'est Liette Gauthier de la Maison. Tout le monde ne te connaît pas? Oh, ça, je suis étonnée. Agente culturelle de la Ville de Montréal depuis 1994, Maison de la culture Antique-Cartierville. Elle a été le sésame ouvre-toi pour beaucoup de musiciens de la diversité. Hein, c'est correct, ça? Bon. Pascal Raffi, qui est de Québec au départ, née à Québec et tout ça. Elle est auteure de théâtre. Kevin McCoy, comédien, auteur aussi, c'est lui qui a parti le théâtre qui s'appelle le Théâtre Humain. C'est ça. Et il va nous en parler tout à l'heure. Mademoiselle Ruiz, on va régler une chose avec toi, Mademoiselle, c'est son vrai nom, OK? C'est pas une fantaisie. Mademoiselle Ruiz, auteur, compositeur, interprète. Exact. Et artiste de cirque Exact. aussi. Roger, au bout de la table. Allô, Roger? Hello. Roger Simard, chorégraphe, danse contemporaine. Alors, Kevin, il dit une chose intéressante dans son spectacle. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont vu dans Norgay. Il dit « Nous sommes d'éternels immigrants ». Et j'ai trouvé que c'était une phrase qui était intéressante comme point de départ pour nous. Si vous cherchez un peu dans vos racines, là, vous allez vous rendre compte que vous êtes tous, quelque part, un petit peu métissés entre un mélange de français, d'Écossais, d'Irlandais et puis peut-être même des Premières Nations. Alors, c'est la base de notre pays. Donc, pourquoi ne pas continuer cette merveilleuse courte pointe? Ensuite, donc, avec l'histoire et avec l'arrivée des vagues de différents immigrants, c'est comme si notre palette de couleurs s'était énormément élargie. Donc, maintenant, on peut faire des tableaux multicolores. Alors, ça ouvre sur une richesse de création extraordinaire, sur des rencontres. Jean-Félix en a fait avec un musicien, entre autres, iranien, je pense bien, hein, c'est ça, avec qui tu as travaillé. D'autres aussi essaient de créer des ponts dans leur création. Roger va nous raconter ça aussi tout à l'heure. Mais on va commencer avec Pascal. Pascal Raffi, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fait beaucoup de théâtre pour enfants. Donc, origine de Québec, papa libanais, maman québécoise. Et je pense que le pays de ton père a beaucoup hanté ton écriture, ça tu le dis volontiers, surtout dans ta dernière création qui s'appelle La recette de baklawa. Et Pascal se consacre essentiellement à l'écriture donc théâtrale. On lui doit plusieurs textes de jeune public, dont la classique Charlotte Scott, ça vous dit quelque chose? Et elle est directrice et cofondatrice du théâtre La Caravane.
qui a produit autant pour Théâtre Jeune Public, mais elle donne des ateliers aussi, des ateliers d'écriture pour les enfants d'âge scolaire. Elle est de l'équipe de Cabaret Neige Noire. Alors, Pascal, toi, tu es la deuxième génération d'immigrants, mais tu es québécoise. Oui, alors voilà, ma position est un petit peu entre deux chaises, étant donné que j'ai un père libanais, oui, qui est venu ici pour étudier, et puis qui, rencontre ma mère et fonde une famille. Finalement, il ne repart jamais au Liban pour poursuivre sa vie là-bas, et qui, au contraire, fait sa carrière ici, et avec ses 4 enfants et tout ça. Nous, on est élevés, comme ma mère a toujours dit, la langue maternelle, ça le dit, c'est la langue de la mère. Alors, on a appris la langue de notre mère et notre père ne s'est pas encombré de nous encombrer l'esprit et le cerveau avec la langue arabe, qui est bien compliquée. Mais lui-même était d'ailleurs très francophile aussi, ça explique certainement la chose. Mais pour moi, l'arabe était toujours comme quelque chose à atteindre. C'est fou parce que parce que je l'avais pas dans mon quotidien, parce que je ne vivais pas avec cette langue-là. Il me semblait qu'elle recelait plein de mystères et qu'il me faudrait absolument la capturer pour l'intégrer, pour devenir une vraie moi. Comme si cette culture arabe-là me manquait. Alors, j'ai pris des cours d'arabe, j'ai repris des cours d'arabe, j'ai jamais réussi à l'apprendre parce que j'ai jamais rencontré des gens avec qui la parler, parce que vous savez, quand on apprend l'arabe classique, et puis l'arabe classique, personne parle ça. sauf à la radio, à la télévision pour les nouvelles ou dans les journaux, mais je peux à peine lire les ingrédients du couscous, vous voyez. Alors, dans la rue, c'est un peu difficile pour m'en sortir, ce qui fait qu'on dirait qu'il y a comme quelque chose ici d'idéalisé, de fantasmé, qui n'est pas tout à fait dans la vraie vie. À quel moment tu as commencé à l'assumer, ça, à l'École nationale, peut-être, à l'École de théâtre? Voilà, alors je me retrouve à l'École nationale avec mes professeurs, mes collègues. Vous savez, l'École nationale, c'est un lieu très important pour la création en écriture dramatique, hein. J'étais pour le développement de la dramaturgie québécoise. Et avec tous ces fervents nationalistes, on est dans les fins des années 80 quand même, moi, je dis, mais c'est quoi ma place là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à raconter? C'est quoi mon Québec? Est-ce que c'est le même Québec que mes collègues? Et finalement, c'est à l'École nationale de théâtre que j'ai écrit ma première pièce qui racontait une histoire de Libanais. On est en 87, et je suis l'histoire d'une famille libanaise qui fuit la guerre à l'époque et qui se retrouve prisonnière à l'aéroport de Mirabel et qui doit régler, prisonnière d'une tempête de neige, là, on s'entend, et qui doit régler ses problèmes de famille à l'intérieur, là. Alors, je me suis dit, c'est peut-être ma veine, en fait, cette culture-là. C'était ton petit plus à toi. Mon unicité, peut-être, entre guillemets, parce que, dans le fond, en même temps, je ne suis pas libanaise, je n'ai pas connu la guerre, mais je peux m'informer, je peux fouiller, etc. Mais c'est ça. Il y a des gens de la famille qui peuvent t'en parler, donc tu as des sources. Oui, j'ai quelques sources proches, et puis je peux... mais c'était donc une première approche. Ça s'est poursuivi aussi avec des approches plus poétiques, je dirais, encore plus fantasmées. Par exemple, créer une généalogie de femmes dont mon personnage féminin aurait été, sa généalogie créée à partir de l'alphabet arabe. Enfin, vous voyez, je partais dans toutes sortes de directions. Et comment tu es arrivée à la recette de baklava? OK, alors, pour arriver à la recette de baklava, les ingrédients... plusieurs... Beaucoup de souvenirs de jeunesse. Beaucoup de souvenirs de jeunesse, beaucoup d'étapes aussi, beaucoup de couches, d'accord? Beaucoup de pâtes philo, si vous voulez. Écoutez, je vais commencer avec une rencontre avec 2 jeunes comédiennes qui étaient finissantes en 2008. Talia Almona et Sounia Bala, je veux les nommer parce que ce sont des comédiennes qui ont sonné un peu comme le réveil de mes souvenirs d'enfance. Elles étaient d'origine égyptienne, qui d'origine mi-québécoise, mi-marocaine. Et en les regardant sous un certain angle, il me semblait qu'elles avaient les traits d'une de mes tantes et l'autre les traits de l'autre tante. Et là, je me suis dit, hey, les filles, je vais vous écrire une pièce.
comme si je pouvais écrire une pièce juste de même. Et je me suis engagée face à elle, face à moi aussi, d'écrire une pièce qui peut-être pourrait relater ses souvenirs de ses tantes. Et donc, à partir d'histoires vécues, finalement, ou de potins entendus, remémorés, je suis plongée dans ces histoires et j'ai raconté une histoire de femmes arrivées à la fin dans les années 60, en fait, pour marier deux femmes qui arrivent du Liban, pour marier deux frères qui sont eux-mêmes libanais d'origine, ils sont canadiens, mais libanais d'origine, et ils marient donc. Alors, on suit leur vie, on suit leur intégration d'une certaine façon, comment on a les rêves, le rêve américain de l'une qui se déploie, le rêve de liberté de l'autre, et comment leurs filles aussi, en vieillissant, vont composer avec cet héritage multiple. Cet héritage multiple. Dis-moi, ça a été présenté autant en anglais qu'en français, la réception? Comment ça a été accueilli, l'histoire? En fait, l'histoire est d'abord présentée en lecture publique pendant comme une vingtaine de lectures publiques à Montréal et ses environs, et en français. Accueil chaleureux, accueil sympathique. Certains, on avait une discussion après avec le public, et je me rappelle très bien une madame, je pense, du Maghreb, première rangée. « Hey, votre recette de baklava, madame, ça pourrait être une recette de tourtière! » Pour vous dire que cette histoire, finalement, elle semble parler de loin, parler de gens qui viennent de très loin, mais au fond, ça parle de tout le monde. Et pour vous dire qu'elle est aussi actuellement à l'affiche en anglais au Théâtre Centaure. Elle finit ses 31 représentations le dimanche prochain. Très bel accueil du public et de la critique, alors c'est formidable. Merci beaucoup. Kevin McCoy, c'est ton tour, puisqu'on est dans le théâtre, on va rester dans le théâtre avec toi. Comédien, auteur, metteur en scène, je l'ai dit, fondateur 2006 du Théâtre Humain, dont tu es le créateur principal. Tu es originaire des États-Unis. Oui. Et tu as obtenu un baccalauréat en interprétation et en mise en scène en Illinois State University. Ensuite, tu as commencé ta carrière à Chicago. Tu as travaillé là pendant 11 ans comme auteur, metteur en scène, comme comédien. Donc, tu as eu une vie avant d'arriver ici. Oui, comme tous les autres. Tu as fait une trentaine de productions là-bas. Donc, en 96, tu fais le choix de venir t'installer au Québec. Tu es bien intégré au milieu culturel d'ici. Tu travailles autant pour le cirque que pour le théâtre. Et tu as fait la mise en scène et tu as créé Ailleurs, un des premiers spectacles ici qui documentait justement la vie des immigrants au Québec. En 2012-2014, tu as été artiste en résidence au Trident. Et puis, tu as entamé la création de Norgue, qui est donc ta quête sur les traces de ta grand-mère. Oui. Et c'est vraiment une histoire très touchante. Et cette production va aller en France là, très bientôt. Tu vas aller présenter ça là-bas. Toi, tu dis toujours en boutade que tu fais partie d'une minorité audible. Oui. C'est à cause de mon bel accent. Il est très beau, ton accent. Oui, merci. Oui. Mais donc, quand tu es arrivé ici, puis tu t'es dit, il faut que je continue de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire mon métier de comédien, mon métier d'auteur, qu'est-ce que tu as fait? Bien, je me suis donné le but de parler parfaitement le français dans l'espace de 1 an pour pouvoir jouer un Molière sans accent. Et je vais juste vous dire que je n'ai pas encore réussi ce but-là après 20 ans. Mais je me suis tout de suite inscrit dans une école pour apprendre le français, une école de francisation. Et je viens d'une ville très cosmopolite. Chicago, il y a toutes les nations. Oui. Et j'étais bien intégré, mais j'avoue d'être dans les pantoufles, dans les souliers, dans les mêmes souliers que, je dirais, les autres. C'est vraiment une expérience formative. J'ai rencontré des gens de partout dans le monde. Ma première classe de francisation, on était 18 élèves de 18 pays différents. Le premier jour, on apprend comment dire « Je m'appelle Kevin et je viens des États-Unis ». Et à ma gauche, il y avait « Je m'appelle Moltazar et je viens d'Iran ».
Et à ma droite, je m'appelle Ahmad et je viens d'Irak. Et moi, en tant qu'Américain, entre quelqu'un d'Iran et d'Irak, j'étais un peu gêné, mais on était tous là pour une raison. Et on a trouvé ce qu'on avait en commun aussi. Et il y avait des belles discussions et il y avait des discussions intenses aussi. Parce qu'il y avait parfois dans la même classe des gens des pays qui étaient toujours en guerre. Comme d'ailleurs... L'un l'autre. Oui. Iran et Irak et les États-Unis, mais aussi il y avait des gens de la Bosnie, de la Serbie, d'Afghanistan, la Russie. Et donc ça a parfois fait des situations chaudes, mais ça a aussi créé des moments d'échange incroyables, je peux dire. Et ça t'a beaucoup nourri, toi, comme créateur. Ça m'a nourri et un de mes profs m'a demandé de créer un spectacle avec les élèves. Il voulait des skits pour la fin d'année. J'ai dit, je ne fais pas des skits, mais je peux faire une création collective. Et je ne savais pas dans quoi j'embarquais. Je parlais le français depuis 2 mois et même j'avais la misère de dire, pouvez-vous répéter ce que vous voulez dire? C'était très difficile. Mais ça reste que c'est un des plus beaux spectacles que j'ai jamais fait de ma vie. Tu as fait de la médiation culturelle, finalement. Mais oui, mais on a fait un très beau spectacle, surtout, qui s'appelait Le Monde dans une valise. On était 25 personnes d'une quinzaine de pays différents. On parlait le français ensemble. C'était notre seule langue en commun. Mais on parlait 11 à 15 langues différentes dans le spectacle. Et on voit les écritures différentes aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait réaliser, cette expérience-là? Mais ça m'a ouvert au monde. Je dirais que mon ouverture vers le monde, ça s'est passé à Limoilou, tout près de le parc Jacques-Cartier, où Jacques Cartier a passé son premier hiver en tant qu'immigrant aussi. Donc, c'est une il y a belle image, plusieurs centaines d'années de ça, Mais donc maintenant, toutes tes créations sont un peu imprégnées de ça, de cette expérience-là. C'était mon première expérience qui a fait en sorte que mes créations personnelles ouvrent vers le monde, s'ouvrent vers le monde. Donc, c'est ce que je fais. Premier spectacle, comme tu as mentionné, Elisabeth, ailleurs, qui était un spectacle documentaire où j'ai filmé les autres personnes, des vraies personnes immigrantes, et je les ai intégrées dans une histoire théâtrale qui était beaucoup basée sur ma propre vie. Et un deuxième spectacle où je fais la recherche sur mes origines norvégiennes, mais je veux dire que comme tous les Américains, je suis un peu de tout, mais c'est pas juste les Américains qui sont comme ça, mais mon père m'a toujours dit, toi tu es Heinz 57, une sauce avec beaucoup d'ingrédients. Et je l'ai accepté et c'est ça, des fois je dis à mon chum, oh, on est en Slovénie et je dis, ah, j'ai des racines slovènes. Il dit, je te crois pas, mais c'est vrai, quelque part dans l'arbre généalogique, il y a toutes sortes de racines. Et tu prépares... C'est surtout un intérêt pour les autres. Oui. Et je parle de diversité, pour moi, c'est les différentes cultures, c'est les différentes expériences, et je pense que c'est les individus. C'est pas juste une culture, un monde, c'est la culture individuelle. Chacun est porteur de son histoire. Oui, on a tous une culture. Parce qu'on a des dans références différentes. Dans le livre des merveilles que tu prépares, là, la prochaine création, c'est présent aussi, ça? Oui, c'est en création en ce moment. Ça parle de la route de la soie. Ça va parler de l'histoire de Marco Polo un peu. Et donc, ça parle un peu transmission entre civilisations, mais aussi transmission ou relation entre générations. Je parle cette fois-ci de la relation entre moi et mon père. Et quand mon père est décédé en 2015, je vais parler spécifiquement des derniers 5 jours de sa vie dans un centre de soins palliatifs. Et c'est un moment très intense, très émouvant, mais c'est un moment de réveil aussi où on se pose des questions, et c'est mon père qui m'a ouvert le chemin. Je dirais que mon père, qui disait toujours bonjour à tout le monde qu'il a rencontré ou qu'il a vu, ça m'a
vraiment, quand j'étais jeune, j'étais comme gêné de mon père qui disait bonjour à tout le monde, mais je me trouve que je fais la même chose maintenant moi aussi. Donc, c'est vraiment mon père qui a ouvert le chemin pour que je sois même ici aujourd'hui, d'avoir de l'intérêt pour les autres. Partager les expériences humaines. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Mademoiselle Ruiz? Oui. On va... Toi, tu es originaire du Mexique. Oui. En fait, je devais faire parler Roger avant, mais comme on est dans l'ordre, je vais continuer avec toi. C'est parfait. Ton récent vidéoclip, Sombras, j'invite les gens à aller le voir s'ils ne l'ont pas vu encore, est très imprégné de ta culture mexicaine. Oui. Ta carrière musicale, tu l'as menée autant au Mexique qu'aux Caraïbes. Toi aussi, tu as eu 2 vies, un peu comme Kevin, une carrière là-bas, une carrière ici maintenant, où tu t'es installé en 2009. Ton genre musical, on peut dire évidemment latin assez unique parce qu'il y a beaucoup d'influences de jazz, des rythmes latino-américains, mais des rythmes de la trova cubaine aussi, folklore mexicain, un peu de boléro, un peu de samba, un peu de songo, toutes les influences finalement autour de cette nature, mais de la bossa nova, puisque tu travailles aussi avec Bia régulièrement. Tu as été découverte Radio-Canada en 2014, et puis tu as fait une tournée, et tu continues de faire une tournée avec Bia. Vous vous appelez les deux complices les banditos. Las bandidas. Las bandidas. Ah oui, je l'ai mis au masculin, excuse-moi. Oups, un impair d'espagnol. Et la tournée se poursuit, évidemment, c'est pas fini. Alors, toi, d'avoir été, juste en passant, découverte Radio-Canada, ça t'a aidé, ça? Mais pour moi, d'être Révélation Radio-Canada, c'était carrément ce qui m'a mis un peu sur la carte au Québec, au Canada en fait. Parce que c'est un prix très, très important dans lequel, pendant 1 an, nous avons accès, les artistes, à la diffusion radio, télé, web. Et qu'on peut rentrer à la maison chez tout le monde pendant 1 an avec un petit clip, ou faire quelques clips et des apparitions par-ci, par-là. Donc, c'est une diffusion qui est très coûteuse pour n'importe quel artiste. Donc, ça a été vraiment un cadeau extraordinaire. On recule un peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Toi, c'est pas comme les autres, là. C'est un autre parcours. Bon, j'ai rencontré un Québécois. Vous connaissez la suite. On est proche de la Saint-Valentin, alors profite-en. Là, voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'amour qui m'a... En fait, la quête de l'amour qui m'a ramenée ici. Et donc, j'étais en voyage avec cet homme-là. Et puis, qu'aujourd'hui, c'est mon conjoint. Et il est devenu, à force de travailler ensemble, mon gérant et mon producteur. Il s'appelle Simon Rioux. Et c'est cette rencontre-là qui m'a vraiment ouvert des portes par-ci et par-là. C'est grâce à lui aussi que j'ai pu rentrer à travailler avec les Cirques du Soleil. En 2009, j'étais en voyage ici, tout simplement en faisant une immersion. Et donc, un jour, il y a eu par hasard une audition. Il y a un ami qui lui a dit il y a une audition maintenant pour des échassiers dans tel endroit. Donc, il dit Simon, qui travaillait déjà pour le cirque il y a 8 ans, ça faisait 8 ans qu'il travaillait avec le cirque. Il appelait pour dire ma blonde est une Mexicaine, est avec moi, elle est aussi une échassière. Est-ce que je peux la ramener? Oui, tu peux la ramener. Donc, on est couru, on est arrivé en retard, on a fait de l'audition, puis là, on était pris tous les deux. Et là, ma vie a changé à jamais parce que, soudainement, d'être une artiste sans argent, sans... je veux dire, j'avais une autre vie avant avec un quelconque bagage, mais dans ce moment-là, j'ai devenu une travailleuse. J'avais un visa de travail, j'avais l'opportunité de vivre un rêve, d'apprendre la scène dans toute sa grandeur, dans toutes ses couches incroyables, avec des costumes, de rencontrer des artistes qui parlaient toutes les langues. Et donc, ça m'a vraiment ouvert les portes du monde, pas juste du Québec et du Canada, mais au monde. Est-ce que tu dirais, par rapport au cirque, mais aussi, est-ce que le fait d'avoir eu un atout québécois dans ton jeu, ça t'a facilité l'intégration? En fait, c'est carrément ça qui a facilité mon intégration. Je me rends compte qu'autour de moi, je regarde autour de moi des artistes qui arrivent, qui n'ont pas vraiment accès au monde québécois, francophone, qui restent dans les
je vais dire le mot ghetto, parce que quand on arrive puis on a peur, ben on s'approche aux gens qui parlent notre langue, puis on essaie de s'ouvrir des portes en attendant de pouvoir être plus à l'intérieur de la culture. Mais moi, le fait que j'étais, depuis le début, entourée que de Québécois et que j'ai entendu les Français tous les jours, c'était comme ça pendant 3 ans à peu près, et ça m'a vraiment fait apprendre rapidement à parler. Et bon, Simon, qui était déjà qui travaillait souvent dans le milieu, il était très actif dans le milieu artistique, autant dans les cirques que dans d'autres areas. Mais ça m'a fait rentrer dans les réseaux. Est-ce que, sur le plan de la création, est-ce que tu as fait des concessions un peu, toi, dans ton travail? Oui, absolument. J'ai dû apprendre, pour commencer à parler français. Je me sentais très inutile et ça a été très dur d'arriver. Moi, je me croyais une femme libre, autonome au Mexique. Là, j'arrive ici et je deviens carrément un enfant parce que je ne peux pas parler la langue, je ne peux pas m'exprimer. Et je deviens invisible parce que je ne peux pas m'exprimer profondément, à part de dire bonjour, je m'appelle Mamselle, et Mamselle, c'est mon vrai prénom. c'est juste ça que je pouvais dire au début. Donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Mais est-ce que tu as dû faire des concessions, par exemple, dans ton travail d'auteur, compositeur, interprète? Absolument. En fait, j'ai travaillé fort pour pouvoir créer une animation en français qui pouvait me faire comprendre, que le public puisse avoir accès à savoir qu'est-ce que j'ai chanté, même si je chantais en espagnol, ben au moins je pouvais raconter les histoires ou la profondeur de ce que j'étais en train de chanter. Donc c'est sûr que ça a beaucoup aidé à faire passer mon travail. Et le public, la réaction, qu'est-ce que ça a été? Oh, le public québécois est adorable. Moi, on est vraiment gâtés ici. Chaque fois que je sors du pays, j'ai la misère parce que je pense que le public ne m'aime pas. Parce que le public québécois, à chaque fois, c'est comme, ils se mettent debout tout le temps, même si des spectacles comme ça, là, c'est comme, on t'aime. C'est adorable. Oui. Bon, ben, tant mieux. Mademoiselle Ruiz, ça va être au tour de Roger de nous parler un petit peu de son parcours, parce que lui est en danse contemporaine. Voyons, je cherche ta feuille. Roger, te voilà. Tu as écrit une chose que je trouve super intéressante sur ton site Internet. Tu dis, mais tes racines sont à révolution. C'est une phrase qui est quand même lourde de sens, qui veut beaucoup dire pour toi aussi. Alors, juste pour expliquer un petit peu aux gens rapidement ton parcours, mais tu leur raconteras ton histoire de vie aussi. Né de parents indiens et arméniens en Angleterre, grandi en Saskatchewan, diplômé de l'école de danse du Toronto Dance Theatre. Il s'installe à Montréal, il crée Sim-A Danse, qui est une compagnie professionnelle de danse contemporaine qui existe depuis 25 ans maintenant. Très marqué par son héritage mix. Et donc, ses œuvres aussi reflètent sa quête, un peu comme Kevin, sa quête de vocabulaire, de la danse indienne, mais aussi d'artistes contemporains en même temps, comment arriver à créer un langage avec tout ça. Il a reçu plusieurs prix pour le beau travail qu'il a fait. En 2016, le prix de la diversité culturelle de danse, présenté au Conseil des arts de Montréal. Tu as eu le prix Danse Montréal, tu as eu l'IS Art et Culture, et tu en as eu plein d'autres aussi. Alors, j'imagine que si tu as reçu ces prix-là, c'est parce que tes œuvres remportaient un certain succès. Parle-nous de la première création, puis ensuite, tu nous racontes ton histoire de famille. Comment s'appelle la première? Mao, pour Montreal Hollywood. Oui. Ma première création s'appelle Burning Skin. Alors, c'est un lien avec mon histoire, avec ce que j'ai vécu en venant à Saskatoon, Saskatchewan, population 100 000. Moi, je suis né en Angleterre, à Londres, en Angleterre. Ma mère est née en Turquie, mais sa famille s'enfuit en Syrie pour éviter la persécution turque. Beaucoup de membres de sa famille étaient assassinés par les Turcs dans le premier génocide du XXe siècle. Mon père, né en Inde, et il a été mis en prison pendant plusieurs mois parce qu'il était le disciple de Gandhi. Alors, mon père a déménagé en Angleterre pour poursuivre sa formation en biochimie. Ma mère de Syrie à Londres pour devenir infirmière. Mon père enseignait les infirmières la biochimie, alors c'était littéralement la chimie qui les a réunis ensemble.
C'est la fusion. Oui, oui. En 68, nous avons déménagé en Saskatoon, Saskatchewan. Je n'étais pas bienvenu avec les bras ouverts, mais plutôt avec les poings fermés, souvent lancés dans ma direction. Alors, c'était là que j'ai vécu ma première expérience vraiment forte de racisme. J'en ai vécu en Angleterre. À cette époque, il y avait beaucoup de racisme à ce moment, dans les années 70 en Angleterre. Mais comme moi, comme enfant, je l'ai beaucoup vécu. Et dès là, j'ai essayé de nier mes origines indiennes parce que j'avais honte. Parce que j'avais peur de la persécution que je vais recevoir si je dis que mon père vient de l'Inde. J'ai dit plutôt que je viens de l'Arménie. Alors les enfants ont dit comme, hein? Où? C'est où ça? Alors, their ignorance was my bliss. Parce que je ne savais pas où est-ce qu'il y a l'Arménie, mais aussitôt que j'ai dit que je viens de l'Inde, je suis un immigrant, je suis un paquet, alors j'avais peur. Alors, cette honte, quand j'ai lu une histoire, quand j'ai commencé à créer en 1989, à Montréal. Je suis venu comme Kevin ici à Québec, danser pour Danse Partout en 86. Je ne parlais pas un mot en français non plus. De manager à Montréal plus tard parce que la danse contemporaine là était beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante, stimulant pour moi. Et j'avais besoin aussi d'être dans une ville qui avait beaucoup plus des autres cultures, plus cosmopolitaine. Alors, Montréal était devenu ma ville. Et quand j'ai commencé à créer, je commençais à lire beaucoup sur les autres artistes qui avaient vécu la même chose que moi. Alors, donc, Hanif Qureshi, c'était un écrivain pakistanaise qui, comme moi, avait été mixte, des origines mixtes. Et j'ai lu dans son autobiographie, dès le départ, j'ai essayé de nier mes origines indiennes. J'avais honte. C'était une malédiction. J'ai lu une histoire dans un journal qui racontait d'une histoire sur un garçon noir qui, quand il a su que le peau noire devenait blanche, la peau brûlée devenait blanche, il s'était jeté dans un bain d'eau bouillante. Alors, c'est là qui était mon inspiration pour créer mon premier solo, Burning Skin, en 93. Et ça fait beaucoup de tournées ici au Canada, en Angleterre. Même, ça donnait mon premier voyage en Inde en 94. Alors, Burning Skin était sur mes expériences que j'ai vécues ici au Canada. Ensuite, tu en as eu d'autres, donc où tu as voulu explorer plus ton patrimoine. Patrimoine, mais éventuellement, je m'intéressais plus dans la danse et le mouvement qui vient de l'Inde, la danse indienne, de Bharatanatyam. Alors, je m'intéressais plus à l'intégration. La danse classique. Oui, la danse classique indienne qui s'appelle Bharatanatyam, de la sud de l'Inde. Alors, plutôt que l'explorer, j'ai déjà exploré beaucoup de sujets sur mes expériences personnelles. J'ai voulu plutôt explorer le mouvement et le lien entre la danse contemporaine et la danse indienne. Et donc, je continuais à poursuivre ça, le mélange de deux styles de mouvement. Et aussi, c'était aussi une manière pour moi de découvrir mes origines. Je dis toujours parce que mes parents, pour vraiment m'assimiler, je dis toujours que j'ai grandi en mangeant de fish and chips et pas le cumin et les coriandres. Parce que je parle pas ni hindi, je parle pas ni arménien, je connaissais pas grand-chose sur ma culture. Et je voulais vraiment connaître plus ma culture. Alors, c'était en 94 quand je suis devenu artiste. Et je voulais connaître plus d'où je viens, de qui je suis. C'est là que j'ai commencé à s'intégrer dans ma culture. Et j'ai fait ça en apprenant la danse indienne. Dans tes différentes créations aussi. Oui. Oui. Alors, je vais présenter Liette quand même, puis après, on va pouvoir ouvrir. Tout le monde va pouvoir parler en même temps aussi, ensemble. Liette, je le disais tout à l'heure, ça a été un point de repère pour beaucoup de gens, beaucoup de musiciens qui sont arrivés d'ailleurs. La Maison de la Culture en Utique, ça a été un centre important. Elle est musicienne de formation, est arrivée de son Saguenay, les yeux et les grandes oreilles ouvertes. Et elle va nous raconter justement comment ça s'est passé, son arrivée. Elle est devenue programmatrice donc des premières heures de ce qu'on appelle la diversité culturelle. C'est elle qui avait mis sur pied le festival MMM, Musique Multi-Montréal. C'est une passionnée de musique d'ailleurs qui a cherché à créer des ponts avec les musiciens d'ici aussi. Et ça, c'est très important. Dans sa Maison de la Culture, elle accueille un programme de résidence de UNESCO Ashberg
qui nous a toujours fait connaître des musiciens formidables qui venaient ici en stage. Le Forum aussi sur les musiques du monde en 2010, Babel Musique, et elle a mis un programme que vous connaissez, vous avez peut-être reçu chez vous, des mots sur mesure. C'est la 7e édition cette année qui est en tournée. Alors, c'est à force, je pense que je peux dire ça, d'acharnement, Liette, pas thérapeutique, mais d'acharnement passionné, que tu as été la clé d'intégration des différents musiciens, toi, la fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment es-tu devenue Madame Diversité? Quand je suis arrivée à Montréal, en plus, c'est que je parlais pas anglais. Ah, toi non plus? Et je restais à Côte-des-Neiges, comme tout le monde qui arrive à Montréal. Et puis, j'étudiais au Conservatoire de musique, je finissais, donc j'ai étudié à Chicoutimi. Et pour finir nos années d'études de perfectionnement, on allait finir ça à Montréal, donc j'étudiais en composition. J'étais très savante et très 10 heures par jour dans mon studio à chercher des nouvelles couleurs, des nouveaux thèmes, des nouveaux sons, des nouvelles affaires. Puis là, tu trouves pas, puis là, tu fais de l'électroacoustique parce que l'acoustique, c'est pas bon. Puis là, t'essaies de... Puis là, l'été arrive, en face de chez nous, dans le parc, il y a un orchestre chinois. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça fait 20 ans que j'étudie. Il y avait des guchang, il y avait des pipas, il y avait des hérous. Dans l'autre parc à côté, il y avait des koras, il y avait des djembés, il y avait des... Là, je suis devenue complètement... Ben, c'est ça. Ça m'a changé ma vie. Là, j'étais dans le trouble après les 30 années d'après. Ma vie était finie. Là, j'ai été fascinée. Donc, le premier jeu, c'était que je voulais tellement faire écouter ça aux gens. Je voulais que les gens l'écoutent dans une vraie scène, avec des vraies affaires, puis que les compositeurs, venez voir, lâchez l'école, lâchez le conservatoire, venez écouter ça. C'est tout là. Il faut juste le mettre ensemble, les étudier, travailler avec eux, écrire des nouvelles mélodies, des nouvelles gammes, des nouvelles affaires. Fait que j'étais complètement obsédée. Et j'ai monté le premier festival Musique Lucie Montréal, donc en 1990, avec les 8 plus belles choses que j'avais écoutées pendant l'année dans les parcs. C'était vraiment des contacts, tu t'inscris pas. J'arrive, je t'écoute, je t'apprends, je t'aime, je t'apprends. Il n'y avait pas d'argent, là. Wow, il n'y avait pas d'argent. C'est juste encore de l'amour. Et c'était tellement drôle parce que c'était le premier festival au Canada que c'était pas mono-ethnique. Mais c'était pas ethnique partout, c'était de la musique. C'était toutes des choses incroyables. Fait que là, les polices, la Sûreté du Québec, ils voulaient tous venir, pas pour assister au show. Il y avait peur qu'il y ait une guerre, que tout le monde... Voyons. Non, c'était particulier. C'était vraiment... Ensuite, il y avait... Durant le show, je me rappelle, il y avait un chanteur d'opéra tibétain, absolument merveilleux, avec une voix dans les graves harmoniques, donc des triples sons, et des aigus tellement belles. Le chant diphonique, là. C'était tellement fou. Et pour se réchauffer, le gars, il fumait 3 gitanes avant. Ah! Mais là, ce qui est arrivé, c'est que dans le public, les gens étaient mal à l'aise parce qu'ils n'avaient jamais entendu ce genre de choses-là. Fait que les gens riaient. Puis moi, je pleurais qu'ils rient parce que je trouvais ça tellement beau. Il y avait aussi Vinvard qui était venu chanter des chants. Lui, il est tabénakis. Fait tout le monde pensait qu'il allait faire « Ya, ya, ya ». Non, il faisait des chants qui avaient été colportés par les Jésuites, qui dataient du 18e siècle. Il y avait tout un rapport ethnomusicologique. Et quand il a chanté, tout le monde était tombé amoureux de lui. Donc, c'était un travail... c'est une histoire d'amour. Puis, à Montréal, on s'entend que moi, j'ai pas pu arrêter l'année d'après. Oh, que non! Il y avait d'autres musiciens qui voulaient le faire, puis il y avait d'autres musiciens que je découvrais, puis il y avait encore d'autres affaires que je connaissais pas. Donc, ça s'est perpétué comme ça. Finalement, après 5-6 ans, j'ai eu ma première subvention du ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche. J'étais tellement contente. Boubacar Diabété, qui jouait la chorale puis de la tradition orale, j'essayais d'expliquer le ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche. Mais c'était pas grave, on l'a eu. Et puis là, ils sont venus au spectacle, mais le pire, c'est qu'ils ont trouvé ça trop bon. Ils ne pouvaient pas nous subventionner. Hein? Oui, ils ont trouvé ça trop bon, on ne peut pas renouveler votre subvention. C'est pas assez amateur. C'est trop c'est pas du comment faire, c'est du savoir-faire. Fait qu'il faut aller à la culture. Ça a pris un autre 10 ans, mais c'est pas grave. Et puis, c'était aussi les belles années. Je veux dire, là, je révélais des Liu Fang, je révélais des Lassa de celle-là. Oui, c'est là qu'elle a commencé. Les premiers disques, c'est pas ce que vous avez vu en ligne, là. C'est moi qui l'ai, le premier disque qu'elle a enregistré. Eval Maniga, Lilisson, Carlos Placeres, Yesh Tiras, Paul Kunigis, Carlos nous, en Radio-Canada, on était branchés directement sur elle. Je donnais ça, puis ils mettaient ça, puis c'était le fun, hein, c'était le fun. Oui, ça allait bien quand même. On faisait des concerts, hein, c'était formidable. C'est sûr qu'il y avait... Avec la Maison de la Culture Frontenac, ouais. Puis moi, à l'époque aussi, c'est que je travaillais à essayer de mettre en marché ces musiques-là. On s'entend que je vendais des billets, c'était dans les salles. Puis il fallait que je vende des inconnus. Il fallait que je vende une somme de culture minoritaire dans une culture minoritaire francophone.
c'était pas facile. Mais ce que j'aimais, c'est que j'ai commencé à créer du cinéma pour l'oreille. Je regardais toute l'histoire de l'humanité, puis là, je voyais toutes les grandes mouvances humaines sur la Terre, toutes les guerres, Elle avait fait des mouvances, des grandes migrations, et la musique avait toujours suivi ça. Puis ça s'entend quand on écoute la musique. Fait que le premier show, je me rappelle, qui a fait une intrusion au Conseil des arts de Montréal pour la première tournée, c'était un peu l'idée de la Route de la Soie, ça s'appelait Poussière d'étoiles. Oui, on l'a fait ça. Oui, on a fait ça. Puis je partais du fleuve Jaune, je partais avec Liu Fang, puis là, je descendais, je passais par l'Iran. Là, les frères Tabassian qui se révélaient, là, ils commençaient à peine. Il n'était pas sorti de l'université. Il n'était pas sorti. Après ça, là, je m'en allais par le Bharatanatyam, justement, la danse en Inde du Sud, avec les Mridangam puis les pieds. Après ça, je revenais jusqu'en Andalousie, le flamenco, le chant andalou avec Marcos Marin. Et là, durant 1 an, on avait travaillé ensemble à créer une nouvelle musique. Tu sais, c'est pas de prendre les musiques et de les répertorier, de les mettre isolément. C'était vraiment de faire une autre musique, de faire une tierce musique. Donc, c'est là que les grandes aventures de Festival MMM ont perduré. C'est l'année aussi du Conseil québécois de la musique. J'étais contente qu'ils puissent reconnaître que la musique classique était possible, même si c'était pas occidental. On pense à beaucoup de traditions orales indiennes, beaucoup de traditions orales perses, beaucoup de traditions orales qui sont très savantes. Et c'était traité... Arménienne. Et c'était traité beaucoup dans variété et art du cirque. Non, mais ça a changé. Non, ça a changé. Non, ça a changé. Imaginez de se retrouver. Je comprends pour vous que c'est pas toujours évident non plus de se retrouver, mais même pour les artistes, comment se classer là-dedans? Comment trouver sa place? C'est pas évident. Non. Alors, la question qui tue, c'est quoi un spectacle de la diversité? Moi, premièrement, diversité, je n'utilise pas ça. À chaque fois que je le dis, ça me brûle la bouche. Donc, Crache tout. OK, moi, la diversité, premièrement, diversité, c'est division. J'aime pas la division. Si on fait un petit peu un historique d'avant, ça, c'est mon dernier point, mais je peux en parler tout de suite. Il y avait, à l'époque, à la ville... Attends, qu'est-ce qu'on disait? C'était très drôle. Au Canada, c'était multiculturaliste. Chacun dans son coin, puis fais ce que tu veux. Au Québec, c'était interculturaliste. Je marche vers toi, marche vers moi, mais on va pas se toucher. Et je suis niaiseuse, hein? Et à Montréal, c'était transculturel. Ben, ça, je suis plus trans, finalement. Et mon malaise avec tout ça, c'est que dans le terme diversité, c'est qu'on fait... Aujourd'hui, on a musique, danse, théâtre, diversité. Mais c'est quoi? Je veux pas qu'on fasse de cette forme d'art-là une forme d'art, une discipline. Ce n'est pas une discipline, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'on devrait vraiment parler de diversité des expressions culturelles. Ça, oui, je suis d'accord. Parce que cela renvoie au produit plutôt qu'à l'origine du créateur. Tout est mis sur l'art et non pas sur l'origine. L'œuvre. Il faut ennoblir l'art et non l'origine de l'art. Je me rappelle, puis cela permet aussi d'inclure les Québécois. Parce que je me rappelle, moi, de Catherine Potter, qui est feu Catherine Potter, qui s'est battue toute sa vie à vouloir faire reconnaître son art, parce que Madame Catherine Potter, qui était née au Québec, était une des plus grandes joueuses de flûte bansuri, qui est d'origine indienne. La communauté indienne s'agenouillait devant elle, tellement ils la trouvaient bonne. Mais au Québec, non, elle n'était pas reconnue parce qu'elle n'était pas née en Inde. Fait que ça, c'est pour ça que le terme diversité, il faut tellement faire attention à ne pas être inclusif, exclusif, à ne pas ostraciser un artiste. En tout cas, moi, chez nous, quand je parle de culture, souvent, je vais mettre ça beaucoup sur inspiré de. Une œuvre va être inspirée de tradition orientale. Une œuvre, l'instrument vient de tel. Donc, c'est d'essayer de donner un maximum d'informations au public, mais garder le produit qui s'inscrit dans une pratique globale. Donc, ou une démarche d'artiste. Oui, une démarche d'artiste et qui s'inscrit dans une pratique globale. On ne peut pas juste prendre une musique qui va être inspirée d'Iran puis la traiter à part que dans un panorama de grandes musiques qui se font ici. Moi, je pense qu'au Québec, puis à Montréal, c'est sûr qu'on a le filon, puis il y en a beaucoup, puis on est chanceux. Mais on voit poindre toutes sortes de nouveaux genres musicaux nés de ce brassage-là. Et c'est ça qu'on souhaite voir apparaître encore.
Parce que les grands mouvements musicaux sur la planète, le tango est né de rencontres, toutes les grandes formes musicales sont nées de rencontres entre différents peuples. Roger, entre autres, tu peux nous parler 2 minutes de ton expérience avec Constantinople, par exemple. Tu as fait une création, toi, justement, avec un musicien d'origine iranienne. Oui, Shunya a réuni 2 compagnies représentatives dans la diversité culturelle, Cinedance et Constantinople, ensemble de musique de réputation internationale, qui est Tabassian, compositeur d'origine iranienne, et moi-même, chorégraphe d'origine indienne et arménienne. Nous avons uni nos efforts pour créer une pièce qui peut jouer le rôle, le point de rencontre de notre diversité, mais qui aussi partager des expériences personnelles et artistiques. La pièce, c'est cette pièce qui n'est pas narrative, c'est plutôt une exploration poétique, mais à mon sens, elle traduit toutefois entièrement qui nous sommes. En synchronie avec nos 2 styles créatifs, nous avons utilisé dans Shunya une bonne dose de projection vidéo et de technologie interactive. Dès le début de nos créations, on ne voulait pas exotiser notre forme d'art. On va le présenter comme quelque chose qui est actuel, qui est présent dans notre culture et nos communautés présentement. C'était très important. Ça, c'est un peu ce que Liette disait, c'est-à-dire de créer autre chose à partir de vos 2 racines. Oui, À partir de vos racines. Rafi, je pense que toi, tu voulais dire quelque chose justement sur la diversité. Oui, juste un mot sur le mot diversité. Moi, je le prendrais d'une autre manière, si tu me permets, Liette. Oui, elle me permet. Moi, je la prends vraiment au premier degré. J'aime la diversité, j'aime la variété, j'aime ce qui est différent, j'aime qu'on soit tous différents et je pense que c'est ce qui nous réunit, que nous soyons tous différents. Là, bien sûr, si on dit nous et eux, c'est un peu moins intéressant. On s'entend. Ce que je veux dire aussi, c'est que la diversité, elle n'est peut-être pas là où on croit qu'elle est. On vient tous de quelque part. On est tous immigrants et notre histoire, elle est plus profonde, elle vient de plus loin qu'on le croit. Et ces histoires-là, il faut peut-être aussi les raconter. Je pense que c'est un peu ici, là-dedans, que je me situe actuellement avec ma pièce, avec celles qui s'en viennent et tout ça. Il faut peut-être mettre à jour le récit que l'on se raconte à nous-mêmes comme peuple québécois. La diversité, elle est là, mais elle n'a pas sa place. Je pense particulièrement au théâtre, on ne l'entend pas. Il est peut-être temps de l'entendre. Kevin, si on entame des pistes de solutions, comment promouvoir, par exemple, à la fois ton théâtre, promouvoir la chanson, promouvoir la danse contemporaine, différents, avec des racines différentes? Comment promouvoir le produit, les œuvres que vous faites? Comment on peut trouver des solutions pour vous faire entendre plus? Je fais la promotion de mes propres œuvres ou... Oui, commence par toi. Mon Dieu, c'est une grosse question. Non, mais comment faire que ce que tu crées va se rendre jusqu'à eux? Mais il faut penser au public. Il faut... j'ai toujours cherché mon lien avec le public. Je ne cherche pas à plaire le public, mais je cherche qu'est-ce que j'ai à communiquer avec le public, qu'est-ce que j'ai à dire. Pour moi, le théâtre est aussi une conversation, c'est un dialogue, c'est pas sens unique. Donc, c'est probablement la même chose dans tous les arts. On ressent, on reçoit. C'est un échange. Donc, il faut créer dans ça aussi avec les gens. Et donc, je crée mon travail ici, dans la ville de Québec, spécifiquement, avec le public d'ici. Et c'est des gens de partout dans le monde aussi. Même... On voit des gens, je parle toujours de minorité visible versus minorité audible, comme moi. Mais on voit des monde qui viennent de différentes places. Mais même ça, si on dit qu'on voit du monde, on fait déjà une sorte de préjugé parce que ça se peut que cette personne, la famille est ici depuis 3 générations aussi. Donc, il ne faut pas faire attention, se baser sur ça non plus. Moi, j'ai connu une Irlandaise qui vivait ici à Québec depuis toujours et qui ne parlait pas français. Ah oui? Non.
Je connais un Irlandais qui prononce son nom de famille O'Rourke. C'est francisé. Ah, tu vois? C'est parce que c'est O'Rourke. Mais oui, c'est intéressant. On a les deux tout exemples. ça. Oui, oui. Mais tous ces mélanges de cultures. Mais donc la promotion, je dirais, peut-être je réponds pas exactement à la question, mais je parle pour la création. On s'adresse à qui? Donc, mais si on avait à trouver, c'est-à-dire pour rendre service aux gens qui sont ici, si on avait à trouver des outils pour les aider, pour trouver des manières de mieux entrer en communication avec les œuvres que vous faites, est-ce qu'il y a des outils concrètement qu'on pourrait développer? Qu'est-ce que vous avez senti, vous autres, comme manque? Qu'est-ce que vous pensez qui serait intéressant qu'on puisse faire comme pont pour les aider à aller vers vous, aller vers tous les autres qui font de la création? J'ai eu une certaine expérience en tournée et moi, je veux juste partager mon perspective et moi, ce que je pense qui se passe des fois. Parce que moi, disons, je crée des œuvres qui lient la danse contemporaine et la danse indienne. Alors déjà, la danse contemporaine, on a difficulté à tourner nos arts dans la région éloignée de Montréal et on ajoute une autre couche comme quelque chose grand, exotisé ou ethnique ou une autre culture. Peut-être ça va comme peut-être faire peur un peu plus des producteurs aussi. Comme moi, j'ai fait une fois, je fais ma pièce, une fois à Baie-Comeau et le public pense que c'était la danse indienne. Non, pas du tout. C'est la danse contemporaine avec quelques influences indiennes. Alors, il faut informer les producteurs, il faut informer le public. Il faut qu'il y ait un dialogue. Là, oui. Alors, une idée que j'ai eue, et ça revient une expérience que j'ai eue dernièrement avec une pièce que j'ai créée qui s'appelle Mao, Montreal Hollywood, qui lie la danse contemporaine et le Bollywood. Alors, déjà, mon art est lié avec la danse classique indienne, alors j'ai ajouté une autre couche de Bollywood. Pourquoi j'ai choisi Bollywood? Parce que c'est accessible, c'est fun, c'est pas quelque chose... beaucoup de monde qui sont inondés dans ça peut l'apprendre. Alors, peut-être pourquoi pas? Parce que un autre aspect important et intéressant, on se rend compte maintenant de cette implication du public dans le processus dans l'art. Alors, quand j'ai fait Mao, c'était 100 personnes bénévoles, non-danseurs, qui a pris cette chorégraphie mélangeant les deux styles de danse. Et on a vu plus tard que ce monde-là venait voir, pas juste mon spectacle, mais d'autres spectacles de danse contemporaine. Ils s'intéressaient. Alors, peut-être dans la région éloignée, de trouver une façon d'initier le public, pas juste aller là, parce que j'ai fait ça souvent, aller là, donner les ateliers, après sa partie, des ateliers de danse contemporaine indienne. Alors, ça ne laisse pas de traces. Pourquoi peut-être pas aller là et prendre un groupe de personnes intéressées et faire ce même genre de process, les apprendre de petits cours, 5 minutes de quelque chose qu'ils peuvent apprendre et qui peut participer et faire éventuellement. Et quand je reviens avec mon spectacle, quelques mois plus tard, ils peuvent présenter leur expérience peut-être dans le foyer, dans le lobby. C'est comme, I call these things comme choreo project. J'aime pas flash mob parce que c'est la chorégraphie qu'on apprend. Ça prend des semaines d'apprendre ça. Je préfère community choreographic project. Oui. So, alors, il y a un instant de découverte, mais en même temps, c'est participatif. Les gens peuvent être acteurs, actifs, parce que ça les fascine aussi. La danse fascine tout le monde. Oui. On veut tous être des bons danseurs, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand même, je trouve que on a eu le Grand Continental avec 375 personnes qui a participé dans le Grand Continental de Saint-Weymouth. Combien de ces personnes-là vont retourner en salle pour voir le spectacle de danse contemporain? Alors, ça, c'est une idée que j'ai eue, mais je peux pas faire des allers-retours plusieurs fois d'aller à Baie-Comeau, mais je vais aller là, collaborer avec la communauté professionnelle là-bas, où ils vont apprendre le pièce, parce que pour les danseurs, c'est pas compliqué à apprendre tout ça là, c'est plus compliqué pour le public non initié. Mm-hmm. Et eux, après ça, ils vont continuer avec eux pendant plusieurs semaines, que quand on revient, c'est ce que je fais quand je fais cette pièce dans les autres villes.
je vais aller là, je vais enseigner un bassin de danse professionnel parce que je ne peux pas faire des allers-retours pour 2 répètes par semaine. C'est ridicule. Oui. Alors, j'entraîne un groupe de danse. Des alliés sur place et ensuite... Oui, je fais des allers-retours de temps en temps. Il faut je pense que les intégrer et les faire participer dans ce qu'on fait. Mais dans un aspect réaliste, on ne va pas les apprendre à faire les barrel turns de Louise Le Cavalier. C'est apprendre quelque chose qui sont... Et c'est ça ce que les pièces faites pour le public non initié aux danses. C'est ça mon idée. C'est un bonbon. Tu leur donnes un bonbon, puis après ça, ils viennent te voir. Ah, oui. Liette, toi, j'aimerais ça que tu donnes l'exemple des mots sur mesure, parce que ça, c'est suite à toutes sortes d'expériences que tu as fait. En bout de ligne, tu arrives avec des mots sur mesure où tu rassembles plusieurs artistes aussi. Et au lieu de faire donc une seule capsule, c'est un pont entre la culture québécoise et leur culture. Ouais, c'est comme un projet qui m'est apparu par défaut. Comme disait l'influenceur de l'autre côté. La pauvreté est la mère de l'invention, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est que j'ai pas réfléchi, j'ai fait. J'ai toujours créé des choses. Donc, je me suis arrivée avec ce produit-là en 2010. J'avais quitté Musique Multi Montréal. Le forum venait de terminer. Et puis, j'ai fait ce projet-là parce que, pouf, il y avait une subvention pour, je sais pas quoi, secrétariat aux affaires. C'était pas la chasse et pêche, c'était une autre affaire, comme ça. Puis, le projet, Gaston Miron avait écrit que la langue est le fondement même de l'existence d'un peuple parce qu'elle réfléchit la totalité de sa culture et peu importe sa culture. Donc, quelqu'un qui arrive d'ailleurs et qui s'approprie, comme vous, vos expériences avec la langue, c'est des expériences fortes parce que c'est intime, incroyablement intime. Et on craque tout pour des accents. Hein? Je sais pas, vous autres, là. Moi, les accents, j'aime beaucoup ça. Bref, des mots sur mesure, c'est le projet, c'est que... On dit que c'est le piment de la langue. Oui. L'accent. Oui, le mélange des langues, c'est oui, c'est bien. Ça. C'est l'assaisonnement. L'assaisonnement. Des mots sur mesure, donc, la première année, ça existe depuis 7 ans. Là, c'est en tournée en ce moment. Il va y avoir une 20aine de shows sur Montréal. C'est vraiment le bonheur. Je suis tellement heureuse. Ça donne la vie à mon cœur. Et c'est un show qui a tourné aussi dans Réseau Scène, qui est allé chez vous à Longueuil. C'était plein chez vous. Il y a d'autres places qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Moi, je pense qu'il y a un gros travail de diffuseur. C'est une grande histoire d'amour. Et il faut connaître la chose, il faut aimer la chose, puis en aimant tellement fort, il n'y aura peut-être pas plus de monde dans la salle, mais c'est certain qu'ils vont revenir. Donc, je trouve que le travail, il n'y en a pas de solution. Il faut travailler. Des mots sur mesure, c'est un show qui a pris 1 an à monter. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, c'est une autre année d'engagement. J'ai un orchestre en résidence. Cette année, pour vous donner des exemples concrets, là, j'avais noté les genres musicaux que j'avais. En tout cas, je peux vous chanter aussi, si vous voulez. Ah oui, on aimerait ça. Non, je ne suis pas sûre que j'aimerais ça. Mais cette année, par exemple, j'avais du rebetika. J'avais une artiste grecque qui fait du rebetika. J'avais un artiste portugaise qui fait du fado. J'ai un artiste espagnol qui fait du flamenco. J'ai une artiste perse. Puis j'ai un artiste, je ne me rappelle plus, folk. Et je leur donne un texte. Ils arrivent ici. Ils ont une relation difficile avec la langue. Ils sont ici depuis à peu près 5 ans, mais assez pour que j'ai une relation de confiance avec eux. J'ai choisi un texte. Ils ne peuvent pas chanter tous les textes qu'on a au Québécois. C'est des textes de la chanson québécoise. Donc, je ne fais pas chanter Jack Monologue demain, là. Non. Il faut que les textes soient courts. Puis il y a des textes avec le mot comme « fuck » en Alaska. Pas sûr. Il y a des places que ça passe moins bien. Mais en passant, justement, le « fuck » en Alaska, que même Michel Rivard n'est plus capable d'entendre, j'avais donné le texte à Oumar Ndiaye, qui venait d'arriver au pays. Fait que là, il a gratté la chorale et sa chose, puis il a essayé de mettre les textes. Mais là, c'est difficile, parce qu'il faut qu'il prononce. Puis là, c'est tellement beau, parce que l'accent fort, comme « bonjour », puis là, ça devient « bonjour » ou « bonjour ». Les accents se déplacent. Fait que musicalement, on est tous complètement ailleurs. Fait que quand je le fais avec des artistes de différentes origines, bien, je vais avoir des mélodies juives qui vont chanter du carquois. Je vais avoir j'ai Claude Gauthier en fado, c'est de toute beauté. Puis là, ça, c'est un spectacle animé par Monique Giroux que j'ai engagé parce qu'elle a une facilité, même sans les langues. Puis là, le jeu, c'est que le public dans la salle, il faut qu'il trouve c'est quoi la toune. Faut qu'ils reconnaissent. Mais là, c'est fou parce que même si c'est fou comment les gens reconnaissent pas, puis quand ils reconnaissent, ils sont tellement heureux, mais là, ils sont tellement fiers que la personne s'est désarmée sur ses accents et sur ses musiques à le dire et à le chanter. Puis l'artiste sur scène est tellement heureux parce qu'il sent qu'il fait partie maintenant d'une gang
Il y a c'est une histoire d'amour incroyable. Moi, ce show-là, je pensais que c'était un autre problème que j'ai. Je pensais que ça allait durer 1 an, mais non! Là, j'ai refait 7 éditions, et là, celle-là, elle tourne à Montréal, là, puis elle est reprise, je pense, Elisa me disait... L'idée je sais était plus qui bonne. me disait. L'idée était magnifique, alors ça peut faire du chemin. Là. Ouais, l'idée, mais il faut la porter, tu sais. Oui. C'est fun de la voir, mais... Mais êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a une forme d'apprivoisement réciproque, finalement? Oui, moi, je pense que oui. Absolument. Et du public, autant pour les diffuseurs, par exemple, qui ont un public diversifié à aller chercher, à apprivoiser, autant de l'autre côté, il y a vous aussi qui devez apprivoiser un nouveau public. Absolument. Moi, j'ai eu la chance de faire justement partie des éditions des Mots sur mesure, et pour moi, ça a été vraiment... J'ai eu peur de mettre une musique sur un texte qui avait déjà une musique avant. Je me sentais un peu que je violais la création de quelqu'un, mais après, quand j'ai eu les résultats de cela, j'étais tellement contente de faire écouter au public. Puis le public, c'est vraiment le fun quand le public écoute et c'est quand... Qu'est-ce que c'est cette création? Je connais ça. C'est comme un effort partagé entre le créateur qui fait l'effort, mais le public fait l'effort. Puis c'est la beauté, c'est que ça marche. À la fin, c'est vraiment... Les gens sont debout. J'ai vu du monde pleurer. C'est vraiment touchant au bout. Dans les discussions qu'on a eues depuis qu'on a amorcé la préparation de cette table ronde, il y a un élément qui est ressorti aussi, qui était le fait d'identifier des programmateurs porteurs. C'est-à-dire qu'il y a des programmateurs qui sont plus spécialistes en musique, qu'il y a des programmateurs qui sont plus ferrés en théâtre, qu'il y a des programmateurs qui sont plus ferrés en danse. Est-ce que sur le site de Rideau, par exemple, ça vous rendrait service s'il y avait des programmateurs porteurs, donc étant des personnes ressources, vous avez un doute, vous avez besoin d'en savoir plus sur telle affaire, un spectacle vous tente, mais vous n'êtes pas trop sûr, ferré, pouvez-vous appeler, auriez-vous l'humilité d'appeler cette personne-là puis lui demander de l'aide, lui demander de vous conseiller là-dessus? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui rendrait service? Là, c'est la question est à vous. Hein? Je sais que vous, quand on avait parlé, vous trouviez que c'était intéressant. Mais moi, je trouve qu'avoir accès, par exemple, à un répertoire, parce que parfois, il y a d'artistes qui ont beaucoup de talent, et leurs projets sont bons. Mais on ne les connaît pas. Mais c'est ça, on ne les connaît pas, fait que c'est peut-être répertorier. Aussi avoir un répertoire, oui. En fait, je sais que, par exemple, la Diversité artistique Montréal, à partir du mois de mars, il va avoir dans leur site la possibilité des membres, comme je suis membre de DAM, d'avoir nos profils là-bas, fait que vous allez pouvoir aller chercher peut-être, juste feuiller un peu chez DAM, dans la page en ligne, voir... Comment ça s'appelle, tu dis? Diversité Montréal. Diversité artistique Montréal. DAM. Oui. Moi, j'ai mis des liens aussi sur le site. Il y a aussi même la cellule IDAM, qui c'est justement pour pouvoir nous approcher plus à cette thématique qu'on dit, les artistes disent de la diversité, et toute cette comment je peux dire, il y a comme on parle beaucoup maintenant, c'est ainsi, de la diversité, et il y a beaucoup de débats par rapport à la division qui crée le fait d'être, lui est un artiste de la diversité, et le Québécois blanc et tout ça, en tout cas. Le Cellulidam, dans le même site, il y a une approche très éducative pour tout le monde, autant pour les artistes que pour les diffuseurs. Fait que c'est intéressant d'aller juste voir. Il y a beaucoup d'informations. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Pascal, Rafi, est-ce que vous... avais-tu quelque chose d'autre, non? Kevin, à suggérer? J'approche ce sujet très humblement parce que je peux imaginer dans chaque salle au Québec que la situation est différente. Le public est différent dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque coin de ce beau pays. Et donc, il n'y a pas juste une solution. Il faut être dans le partage, il faut s'inspirer. Et c'est quasiment la création. De créer comment je vais aller chercher le public pour ma salle, comment on va parler avec les gens. Une chose que l'automne dernier, j'ai joué à mon spectacle Norgue à la salle Pauline Julien et j'étais invité 2 semaines avant
pour parler avec des élèves dans l'histoire de l'art au cégep. C'est la première fois que j'étais invité dans un cours comme ça. Souvent des cours de français et d'autres cours comme ça, mais histoire de l'art, mon spectacle touchait un peu à l'art norvégien. J'ai créé des ponts avec le Québec. Dans le spectacle. Oui, parce que tu parles d'art dans ton spectacle, Oui, tu parles des c'était artistes. vraiment une expérience riche et il y avait un bel échange. J'ai reçu les commentaires des jeunes qui étaient très drôles parfois. Je lis tous les commentaires, mais ils m'ont fait rire. Juste comme, wow, j'ai jamais vu le décor se changer si vite que ça, des trucs comme ça. Mais ça a créé vraiment un bel échange entre nous et il y avait déjà une base de 80 à 100 personnes qui étaient dans la salle à cause de ça. Et je parle juste au niveau du public, mais aussi, je dirais les jeunes, ça m'inspire beaucoup en tant qu'un peu plus mature, plus vieux, de rencontrer les jeunes et de partager ce que je fais et ce que je fais change face à eux aussi. Donc, je parle de ça et il y a probablement d'autres sortes de communautés ou d'autres sortes d'échanges. Ça peut être des personnes âgées aussi qui viennent. Ça peut être toutes sortes de Tous les groupes publics. dans nos communautés qui peuvent être intéressés par un certain type de spectacle. Oui. Donc, c'est pour créer des rencontres à l'extérieur du spectacle. Donc, vous êtes très ouvert à une proposition, par exemple, d'un programmateur qui vous dirait, moi, pour remplir ma salle, j'aurais besoin que tu viennes 2 semaines avant faire une animation, faire une rencontre, faire ci, faire ça. Ça, vous êtes disponible pour ça. Vous êtes ouvert là-dessus. Il y a peut-être un point aussi qu'on avait parlé que je trouvais intéressant, là, c'est des rencontres de diffuseurs aussi qui traiteraient de spécificités culturelles, de sélectionner des coups de cœur qui présentent une culture non habituelle, quelque chose de vraiment particulier, puis qu'on puisse, au Québec, essayer de diffuser ça. C'est sûr qu'à Montréal, nous, ça va bien, on a le réseau Accès Culture. Une espèce de médiation culturelle? Même de la diffusion, c'est un peu comme il y a le Conseil des arts et des lettres, Conseil des arts de Montréal en tournée à Montréal, il pourrait avoir le Conseil des arts et des lettres du Québec en tournée en Gaspésie. Je veux dire, parce que c'est sûr que si les diffuseurs, on est quelques-uns qui se regroupons et qui affichons que cette chose-là est merveilleuse, bien, le public, il va suivre. Ça peut être long, mais si on persiste et signe, le public, il vient toujours, je pense. C'est sûr qu'à Montréal, comme moi, chez nous, on sait que j'ai 40% des citoyens immigrants, c'est bien normal que j'ai un grand filon puis que je peux me gargariser à dire que j'en fais beaucoup, mais n'empêche que dans ma salle, c'est majoritairement des Québécois francophones qui viennent consommer ces produits-là. Mais tu as trouvé un truc pour... Parle de tes petites soirées. Ah oui, la seule façon que je peux vraiment rejoindre des clientèles immigrantes au spectacle, c'est la série des sorties chics en famille. Ça, je fais ça le samedi soir à 7h. C'est gratuit. Donc, nécessairement, c'est comme... c'est tellement le fun. C'est beau parce que c'est vraiment le papa, la maman. Et c'est toujours 4 enfants et plus. Là. C'est rarement 1 ou 2 enfants. Et c'est bien parce que c'est vraiment des spectacles théâtre de l'œil, théâtre des confettiers, donc des spectacles, des productions 100% Québec. Et puis, souvent, ils arrivent en pyjama, puis ils ont mangé des baklava. Oh! Génial! Je voudrais pas être rabat-joie, mais c'est parce que ça finit dans 5 minutes, puis on avait dit qu'on garderait du temps pour poser. Si les gens de la salle avaient une petite question, je sais que vous allez pouvoir les rencontrer après, là, si vous voulez jaser avec eux, puis on va être obligé de vider la salle parce qu'ils ont un autre setup à faire. Mais avez-vous des questions dans la salle? Voulez-vous poser une petite question pertinente par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous faites aux gens qui sont là ici? Oui? Jean-Sylvain Beaudelet, diffuseur de Saint-Hyacinthe. Je trouve que, en fait, de façon générale, c'est pas une problématique de programmer des spectacles avec justement une ouverture sur la culture, parce que le public en demande de ça. Tant mieux. On est loin des 8 dates de l'émission, mais quand même, il y a quand même un public qui est gourmand de ça et ils sont heureux de venir. Donc, tu n'as pas de misère, toi, à leur présenter. La problématique qu'on a, et là, je viens de voir que c'est la même chose à Montréal. La problématique, c'est d'amener le public issu de l'immigration dans le spectacle. Ils ne viennent pas. Principalement, je pense que c'est un facteur pécunier. Si je peux répondre. C'est pour ça qu'elle fait des concerts gratuits. Ben pour ça, il y a les sorties chics en famille, ça a marché parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup d'enfants puis on sait qu'ils ont bien des problèmes à régler. Donc, c'était pratique pour faire ça. Mais j'ai oublié.
J'ai un autre point qui m'est venu dans la tête, puis je l'ai perdu. Oui, derrière. Moi, c'est pas une question, c'est juste quelque chose que j'ai vu, puis peut-être que ça peut être intéressant pour le monsieur à Saint-Hyacinthe. La médiation, on en parlait tout à l'heure, là. Le fait de demander à l'artiste de venir faire quelque chose au travers des communautés avant de faire le spectacle dans la salle, souvent ça peut attirer avec un À ce projet moment-là, tu fais un petit étudiant ou quelque chose comme ça. gratuit qui est plus court, mais C'est qui ça. rejoint ton public que tu veux aller chercher puis attiser, en fait. Tu t'en sers comme appât, et après, tu leur dis, le spectacle au complet, c'est dans 2 semaines, 3 semaines. Ça peut marcher, ça. Oui, toi? C'est peut-être une solution, mais c'est un long terme. C'est comment? Que vos équipes reflètent la communauté diverse. Ces communautés diverses vont commencer à arriver chez nous. Oui. D'un point de vue personnel. Oui, je suis art administrator. Ça fait 30 ans que je travaille à Québec. Je travaille avec Sabrina, la Human Steps, la Nationale, le Club canadien, formatrice du DCA, le Centre-Ville Montréal. Je suis une des seules minorités ici en gestion culturelle à Québec. Au Canada, c'est vachement différent. Dès que je quitte Québec, vachement différent. Mais je ne vois pas ma génération en arrière de moi. J'ai 50 ans. Je ne vois pas les jeunes autres minorités ici, gestionnaires culturels à Québec, pour me remplacer. C'est dès que nos équipes de solutions long terme reflètent la communauté. Lia veut ajouter à ce que tu dis. Il y a aussi une chose importante à souligner, c'est que s'ils ne viennent pas dans les lieux de diffusion, ils vont quand même quelque part. Ils vont dans des communautés, ils vont dans des centres communautaires, ils se réunissent beaucoup. Donc il faut, outre le fait, comme chez nous, j'en ai aussi, je travaille avec des Latinos, des Arabes, mais ça n'a pas changé. Ce qui a changé vraiment, c'est mon ouverture puis ma présence dans ces lieux communautaires-là. Puis quand Serge Papa est arrivé, il me dit « Hey, Liane, là, il me raconte qu'Edna Ardner, elle va venir à Montréal. Puis que là, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours. Puis j'ai dit oui, dans 2 jours. Dans 2 jours, là, il y a une petite affiche comme ça dans le centre communautaire. Toutes les Roumains sont venus, 30 pièces le billet. Bingo, la salle est pleine. Mais il faut être différent. C'est pas une gestion de booking, là. Ça demande de la souplesse, ça, Liette? C'est archi souple, là. Puis des fois, tu te dis, coudonc, c'est-tu cachère? Parce que des fois, c'est limite. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est vrai, j'ai dit à l'artiste, j'avais pas d'argent, j'ai dit, tu vas prendre la porte. Là, la porte, c'est du cash, je gère du cash, j'ai-tu dois toucher à ça? En tout cas, je l'ai fait, dis-le pas à personne, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas la gérer de la même façon. Fait que c'est sûr que là, moi, la communauté roumaine, c'est enregistré. Oui, c'est Oui, je sais. On peut-tu couper au montage? Je vais vous chanter une chanson. C'est ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment gérer autrement tous ces dossiers-là. Mais tous les contacts, ce que tu disais, c'est quand tu vois un nouveau musicien qui va te voir, que tu apprends à apprivoiser ou à connaître, tout ce que tu fais, c'est verbal. Oui, c'est ça. Jamais rien. et verbal. Oui. Ça, c'est un élément que tu voulais ajouter. Comme les Syriens. Aucun courriel, ça sert à rien, là. Pas beaucoup. Pas tellement. Pas tout de suite. Pas de suite. Bon, dans un premier temps. Oui, madame, vous aviez une question. Je voulais juste ajouter, on a soulevé le point à Haïti avec la communauté d'entraide qui disait justement que les gens ne se retrouvaient pas sur scène parmi les comédiens. Certains directeurs de compagnie là-bas trouvaient le point que les gens de la diversité n'allaient pas étudier en théâtre, par exemple, ou en art, parce que c'était souvent la 2e génération, les parents avaient sacrifié beaucoup de choses pour permettre à leurs enfants de faire des études qui n'étaient tellement pas en art, et qui étaient tellement pas pour crever de faim, et qui étaient tellement pas pour être soutenus financièrement. Fait qu'il y a aussi cette dynamique-là qu'il faut prendre en considération dans le fait de vouloir engager les jeunes de diversité. À la mesure où ça prend énormément de passion et de patience, de souplesse. De patience, mais de passion et d'inconscience, je dirais. Mais ça change. Moi, je trouve que c'est de mieux en mieux. Oui, je sais. Monsieur avec le foulard gris, c'est long terme. C'est très long terme. Allée de la Fontaine, Sherbrooke. Nous, à Sherbrooke, on a fondé un organisme qui s'appelle les Cultures du Cœur. Culture du cœur. Culture du Cœur, c'est une idée qui vient de France. On aurait aimé ça que ça se prépare dans la grandeur de la province, puis j'espère qu'un jour ça va se faire.
on part du point de vue qu'il faut nourrir l'esprit autant que le corps. Alors, on offre des billets, les diffuseurs de la région, des billets de spectacle gratuits, mais aux gens moins nantis et aux gens des communautés culturelles. On le fait par contre à travers une médiation culturelle. Ça, c'est bien important parce que, le monsieur en parlait tantôt, c'est parce que la médiation, ça permet aux gens, entre autres des autres communautés, de donner les codes de sortie, comment tu t'habilles, c'est quoi, parce que souvent, ils sont gênés, ils ne sont pas familiers à ça. Ça les rend plus à l'aise. C'est une façon qu'on a trouvé, on leur parle du spectacle qu'ils vont voir avant, et évidemment, on fait un suivi de ça. On a aussi la chance à Sherbrooke d'avoir le Festival des traditions du monde. On a beaucoup quand même de communautés culturelles qui sont là. Par contre, justement, pour revenir à madame qui parlait tantôt, on a de la difficulté, on a beaucoup d'accidents d'Africains, on a de la misère à toucher la communauté vietnamienne et asiatique. Ils sont plus dans leur monde, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si on peut me répondre. Mais on réussit quand même à toucher beaucoup de ces communautés-là. Moi, j'ai travaillé avec un musicien, juste pour répondre sur le côté vietnamien. Il y a 10 000 Vietnamiens qui vivent sur la Rive-Sud. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent d'artistes issus de la communauté, mais il y en a peu aussi qui restent là. Beaucoup vont à Toronto ou vont ailleurs. Moi, j'ai travaillé avec un grand professeur vietnamien qui est décédé maintenant, mais qui venait régulièrement, qui a été un maître pour moi, là, un monsieur extraordinaire, monsieur Tran Van, et qui, lui, m'a introduit à des musiciens de la communauté. Mais il faut vraiment, comme dit Liette, c'est vraiment passer par un canal qui ouvre une porte, qui ouvre une autre porte, pour aller vers ces gens-là, s'intéresser à leurs instruments qui sont tellement aux antipodes de ce qu'on connaît. Parce qu'il y en a un qui tourne, Yuba qui tourne à chaque année. Il peut jouer avec du jazz, il peut jouer de la clarinette. Il y a de plus en plus de succès. Oui, puis il est beau comme un gars, il est beau. Oui, écoute, ça joue. Oui. Alors, bon, on ne s'étendra pas là-dessus, En tout cas, moi, je voulais juste dire aussi que je sais qu'il y a des diffuseurs mordus de musique du monde ou autres théâtres ou autres danses de toutes les cultures du monde. Et je trouve ça intéressant de pouvoir peut-être se linker ou se mettre en lien, parce que je trouve ça intéressant. Je vois les gens aussi à des maisons de la culture, à Martin. Il y a plein de monde. Chacun de vous avait peut-être trouvé des petits trucs aussi. Il y a plein de monde fasciné par les disciplines autres que celles de l'industrie mainstream. Puis je pense que c'est notre travail comme diffuseur de faire découvrir les choses autres que. Voilà. Ouais. Alors, le temps qui nous était alloué est terminé. Je voudrais juste. Peut-être qu'on finisse sur 3 mots-clés qu'on pourrait garder de cette rencontre-là: la souplesse, la curiosité et prendre le temps d'aller vers l'autre aussi. Ça, ce serait 3 mots-clés. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, qui pourraient rendre service à tout le monde?